Vas-y, c'est démarré. Bon, Madame Solotaï, j'aimerais qu'on aborde le problème de l'ésotérisme. Donc, en fait, et vis-à-vis de la psychologie de la motivation, d'abord de l'ésotérisme en tant que tel, mais surtout de ne pas faire de la psychologie de la motivation un ésotérisme. L'ésotérisme étant étant une croyance et non pas une science. Et comme la psychologie de la motivation est essentiellement scientifique, en quoi justement pourrait-on nous attribuer une notion d'ésotérisme en faisant de la psychologie de la motivation? D'une part, parce que la psychologie de la motivation n'est pas reconnue comme une science, n'est pas reconnue comme comme une science. Et d'autre part, parce que justement, elle développe des lois qui sont vérifiables par toute personne de bonne volonté peut vérifier que l'exaltation se transforme en inhibition, que c'est une loi, comment dit-on, une loi c'est une loi. C'est-à-dire il n'y a pas d'échappatoire à cette loi. Alors, est-ce que, comme vous disiez très justement, mais je pense que Diel nous l'a enseigné, Diel disait ne croyez pas ce que je dis, mais vérifiez par vous-même si ce que je dis est vrai, sensé, et si ce que je vous dis peut vous aider à retrouver une satisfaction. Parce que pour vérifier que quelque chose non seulement est vrai, mais il faut pouvoir vérifier un résultat. Or, le résultat d'un bien-être, d'une satisfaction, est tout à fait vérifiable. Oui, avec le danger de trouver dans que certaines satisfactions puissent donner le sentiment, puisque je suis satisfait de ça, c'est que c'est vrai. Or, en vérité, toute satisfaction qui est fausse, qui est faussée dans sa proposition, se retournera en culpabilité. Et ça, c'est le moyen de savoir si l'état dans lequel on est un état harmonieux ou pas. Dès qu'il y a excès sous forme d'exaltation vers l'esprit ou vers le corps, il y a inhibition du pôle opposé. Donc, l'ésotérique qui essentiellement base sa recherche sur une certaine croyance, oui. Sans forcément de démonstration, et qui prend un état d'exaltation intense comme une réelle satisfaction. Et comme une intensité de la vie de l'esprit. Ou comme une intensité de la vie de l'esprit. Mais alors comment différencier une véritable intensité de la vie de l'esprit avec une intensité vraie de l'esprit? Une intensité exaltée se transformera nécessairement en culpabilité exaltée. En angoisse? En angoisse, en inhibition et en culpabilité. Et en vanité, alors, aussi de vouloir... L'origine de cet état est la vanité. La vanité de quelle forme de vanité? La vanité de comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas? Oui, de comprendre la vie de l'esprit, de la vanité d'être un être d'esprit, parce qu'on ne pense que à cette forme de la pensée
se centralise sur l'esprit, ne considère que l'intérêt de l'esprit comme un absolu. Il y a l'élément fondamental qui montre l'erreur, c'est que c'est une fausse compréhension de ce que peut être l'esprit. L'esprit n'est pas pour s'auto-gargariser de ses grandes pensées, de son idéal, de son amour de l'humanité. L'esprit est là pour mettre de l'ordre dans nos désirs et leur permettre, en éliminant la part d'exaltation qu'il peut y avoir dans nos désirs, en éliminant cette part d'exaltation, de permettre que les désirs puissent se satisfaire et se réaliser en toute plénitude. Si je prends le cas d'une personne qui fait du yoga et qui ne pense qu'à son corps, je prends certaines formes de yoga, pas toutes bien sûr, tout comme certaines formes de bouddhisme et non pas le bouddhisme originel qui est connu effectivement pour une certaine partie pour son ésotérisme. Pourtant, on s'occupe là du corps et non pas de l'esprit. On fait de la gymnastique, et via la gymnastique, on se met dans un état quand même d'harmonie ou intérieur. Tout dépend des motifs qui sous-tendent ces pratiques. Si c'est pour atteindre la félicité d'un esprit complètement purifié, c'est une erreur. La gymnastique ne fera de mal à personne, mais il ne fera pas le bien que l'ésotérique peut espérer de sa gymnastique. À savoir, vous parliez d'avoir une certaine purification de l'esprit. Oui. Vous avez dit comme quoi la gymnastique, entre guillemets, une gymnastique particulière, pourrait amener à une certaine libération Je ne le crois pas. Ça conduirait plutôt à refouler le problème, parce que ça n'est pas de cette façon qu'on peut se libérer d'un problème précis et dont il faut prendre conscience. Donc, toutes les bonnes intentions ésotériques ou toutes les bonnes intentions de toute pratique, ça ne peut pas faire de mal de faire de la gymnastique, yoga, etc. C'est très bien, mais ça ne peut pas apporter la solution à des problèmes d'esprit, des problèmes d'angoisse, des problèmes d'inquiétude, de jalousie, la personne peut avoir le sentiment qu'elle a trouvé, qu'elle s'est libérée, mais il faut faire attention qu'il y a des fausses libérations qui sont tout simplement le refoulement du problème. Par exemple, si on se concentre sur un art, une danse, la danse peut être considérée, ou la gymnastique peut être considérée comme un art, pendant qu'on se concentre sur son art et ses mouvements, effectivement, on est dans un état de perception et on oublie des problèmes qui peuvent, d'angoisse ou d'autres problèmes. Et donc, pas toujours, parce que l'angoisse, si elle est très forte, elle peut t'accompagner même dans tes mouvements les plus harmonieux possibles. Ça j'en suis certaine. Et de toute façon, ça ne revient qu'à reporter le problème. Bien sûr, ça ne le solutionne pas. C'est-à-dire que pendant qu'on fait ces exercices, on peut effectivement trouver une certaine, de par la perceptivité, couper les imaginations exaltées, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce que dès qu'on arrête, nos faux motifs reviennent
entrons. Oui. 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 Donc, pour se libérer de faux motifs, il faut reconnaître que ce sont des faux motifs et savoir quels sont ces faux motifs pour pouvoir s'y opposer. Donc, si je vous comprends bien, ce n'est que par l'étude des faux motifs que nous pouvons nous en libérer et non pas par des bonnes intentions, comportements extérieurs, je dirais, ou des bonnes intentions, effectivement, bien sûr, mais des comportements extérieurs sous forme de prière ou sous forme de gymnastique, etc. Enfin, je veux dire, il y a N possibilités de croyances dans ce sens. Oui, absolument. Et qu'est-ce que donc la psychologie de la motivation peut opposer à cette croyance? Vous parliez des lois, vous parliez... D'abord de montrer que toute croyance se transforme en doute, c'est une loi immanquable. Et d'autre part, de montrer que la satisfaction que tout le monde recherche, c'est d'être en accord avec ses désirs. Et l'ésotérique a des désirs vers l'esprit qu'il ne peut pas assumer parce qu'ils ne sont pas fondés dans la réalité psychique. Et donc, ce sont des bonnes intentions qui, sur le moment, apportent une satisfaction, parce que c'est très satisfaisant de se dire qu'on est supérieur, qu'on comprend tout, qu'on pardonne tout, mais ce sont des bonnes intentions qui risquent de se transformer dans le contraire de ce que l'on se proposait. Parce qu'il y a une loi, et c'est ça que Paul Diel a mis en évidence, les lois du fonctionnement psychique. Toute exaltation crée une inhibition. Aussi grande est l'exaltation, aussi grande est l'inhibition. Donc si nous résumons, l'ésotérique est une personne qui croit pouvoir atteindre une certaine satisfaction, alors qu'avec la psychologie de la motivation, nous avons une science avec des lois du monde intérieur qui nous permettent de résoudre les problèmes. Et des lois vérifiables. Vérifiables, puisque si ce sont des lois, elles sont vérifiables. Si ce sont vraiment des lois, elles sont vérifiables. Mais oui. Donc, peut-être que l'ésotérique ne cherche pas de loi, il s'appuie sur ses bonnes intentions et sur son exaltation vers l'esprit. Sur des croyances, donc. Donc sur des croyances, oui. Et non pas sur des lois qui sont vérifiables. Merci.